Bonjour, chers apprenants. Je suis Koroyopo Urish, enseignant de mathématiques et des techniques quantitatives de gestion depuis 15 ans. Bienvenue sur la plateforme eSchool. Dans le but de renforcer vos capacités et de vous rendre aptes à affronter les examens qui approchent, notamment en concernant les mathématiques, nous allons ensemble traiter dans les prochaines minutes quelques exercices de mathématiques des baccalauréats d'enseignement général, notamment ceux de la série C, ceux de la série D et ceux de la série A4. Nous prions de rester très concentrés et nous revenons dans les prochaines minutes. Bonjour, bienvenue à cette séance de travail. Nous allons ce jour traiter l'épreuve de baccalauréat A4 Camerounais session 2022. Cette épreuve s'adresse essentiellement aux gens de série A4 et à tout littéraire qui voudrait accroître ses performances en mathématiques à l'aube des examens qui approchent. Je rappelle que l'épreuve de mathématiques en terminale A4 comporte deux parties. Une partie évaluation des ressources où l'apprenant est testé sur une seule ressource et une partie évaluation des compétences où il faut mobiliser un ensemble de ressources pour résoudre une situation de vie. Nous allons à présent attaquer la partie évaluation des ressources. Exercice 1. Recopier le numéro de la question suivi de la lettre correspondante à la réponse juste parmi les quatre qui sont proposées. Donc nous rappelons qu'ici on demande juste à l'apprenant de construire un tableau. On aura un tableau du genre, tu mets 1, tu mets la lettre, 2, tu mets la lettre, 3, tu mets la lettre. Ici, on n'a pas besoin de voir les démonstrations. Toutes les démonstrations seront faites au brouillon. Donc la feuille doit être propre, entièrement propre. Et quand tu mets un petit a, tu n'as pas besoin d'expliquer ce qu'il y a dans le petit a. Il suffit seulement de mettre un petit a, deux petits b, et ainsi de suite. Donc nous allons voir ce qui était réservé à ceux qui ont travaillé l'année passée. La première question, on dit le polynôme t est défini par t de x égale à x au cube plus 3x carré moins 10x moins 24 est égal à. Nous avons quatre propositions. Nous avons la proposition A, la proposition B, la C et la D. Alors qu'est-ce que l'apprenant fait ici? L'astuce c'est d'aller au niveau des réponses, de développer les réponses et de voir si vous obtenez le polynôme t de x. Et ainsi, quand on le fait, quand on développe la réponse A, on se rend compte qu'on n'obtient pas t de x. En développant la réponse B et en réduisant, on se rend compte qu'on obtient le polynôme t de x. Vous comprenez, on a écrit la réponse, la bonne réponse et la réponse B. Simplement. Donc, ça veut dire que sur votre feuille, on doit simplement voir 1. Vous avez un tableau, vous avez écrit question, en bas vous avez écrit réponse. Au niveau de 1, on doit seulement voir 1B, c'est tout. 1B. Deuxième question, l'ensemble des solutions de R dans R de l'équation x au cube plus 3x carré moins 10x moins 24 égale à 0 est. Vous voyez que si vous regardez bien, c'est le polynôme qu'on avait en haut. Donc vous comprenez que la première question n'était pas une question isolée. La première question, on vous demandait la forme factorisée de ce polynôme. Nous avons choisi le B. Donc on va simplement utiliser la forme factorisée qui est x plus 4 facteur de x au carré moins x moins 6 égale à 0 pour résoudre le polynôme t et avoir les solutions de ce qu'on nous a proposé. Donc en le faisant, on aura x plus 4 égale à 0 ou x carré moins x moins 6 égale à 0. Je suppose que chacun a son petit matériel pour travailler ou qu'on soit en phase. On aura x égale à moins 4 ou x carré moins x moins 6 égale à 0. Là-bas, c'est un polynôme second degré, on calcule le déterminant. Le déterminant nous donne 25. Donc, on utilise la formule b carré moins 4ac. Avec b qui est moins 1, a qui est 1 et c qui est moins 6. Alors, quand on cherche x1, moins b, moins ac delta sur 2, on obtient moins 4 sur 2 qui est moins 2. x2 moins b plus ac delta sur 2, on obtient 6 sur 2 qui est 3. Par conséquent, nous avons donc comme réponse moins 4, moins 2 et 3. En observant bien là-bas, nous rendons compte que ça correspond au A. Donc le 2, c'est 2 petits a. Le 3, l'ensemble des solutions dans R de l'équation x au cube moins 10x supérieur ou égal à 24 moins 4x carré. Alors qu'est-ce que je fais dans un premier temps? X au cube moins 10x supérieur ou égal à 24 moins 3x carré équivaut à. J'aurai x au cube moins 3x carré change de membre. Donc on aura donc plus 3x carré moins 10x moins 24 supérieur ou égal à 0. Vous avez donc, cela correspond donc à t de x supérieur ou égal à 0. Le t de x qu'on a depuis la première question en fait. Or, tout à l'heure nous avons trouvé les solutions de l'équation qui était moins 4
qui était moins 2 et qui était 3. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait simplement un tableau de signes. Pour résoudre une équation qui est en face de nous, il suffit simplement de résoudre une équation t de x supérieur ou égal à 0. Donc, on fait rapidement, on construit rapidement un tableau de signes de t de x. Première ligne, on aura x, moins l'infini, moins 4, moins 2, 3 et plus l'infini. Deuxième ligne, x plus 4, qui s'annule à moins 4. Troisième ligne, x au carré, moins x, moins 6. Et la dernière ligne, t de x. Maintenant, après avoir exploité le tableau de signes, on se rend donc compte que pour que t de x soit supérieur ou égal à 0, il faudrait que x soit dans l'intervalle moins 4, 2, union 3 plus infini. Et en regardant dans l'autre écran, il s'agit donc de la réponse C. Quatrième question, l'ensemble des solutions dans R de l'équation exponentielle moins x, moins 24 exponentielle moins 2x, plus 3, moins 10 exponentielle moins x égale à 0. Ici, évidemment, pour que l'équation soit facilement manipulable par l'apprenant en série littéraire, il faudrait qu'on n'ait pas les exponentiels positifs et les exponentiels avec les puissances négatives. Donc, on va essayer d'uniformiser l'équation. En quoi faisant? On va regarder, par exemple, là, on va se rendre compte que en valeur absolue, celui qui est le plus grand, c'est exponentielle moins 2x. Celui qui a l'exposant le plus grand, je veux dire. Exponentielle moins 2x. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va multiplier simplement toute l'équation par exponentielle 2x. Ça fait donc que nous aurons exponentielle x fois exponentielle 2x. Vous savez que exponentielle a fois exponentielle b, c'est exponentielle a plus b. Donc, quand on fait exponentielle 2x fois exponentielle x, on obtient exponentielle 3x. Moins 24 exponentielle 2x fois exponentielle 2x, on obtient moins 24. 3 fois exponentielle 2x, on obtient 3 exponentielle 2x. Et moins 10 exponentielle moins x fois exponentielle 2x, on obtient 10 exponentielle x. Maintenant, je rappelle aussi que exponentielle 3x est encore égal à exponentielle x le tout au cube. Donc, ça veut donc que notre équation va donc devenir exponentielle x au cube plus 3 exponentielle x au carré moins 10 exponentielle x moins 24 égale à 0. Je pose simplement grand x égale à exponentielle x et j'obtiens l'équation x au cube plus 3x carré moins 10x moins 24 égale à 0 qui était de x encore. Donc, du coup, on a donc les solutions de grand x qui seront quoi? Qui seront grand x égale à moins 4 d'après la question, les questions précédentes. Donc, grand x égale à moins 4 ou grand x égale à moins 2 ou grand x égale à 3. Mais rappelez-vous, nous avons dit posons grand x égale à exponentielle x. Or, exponentielle ne peut pas être négatif. Par conséquent, des trois solutions, la seule qui sera retenue, c'est grand x égale à 3. Maintenant, si vous avez grand x égale à 3, ça revient à dire que exponentielle x égale à 3. Ça veut dire que x égale à ln de 3. Donc, vous vous rendez compte que, en regardant à l'écran, la solution qui marche, c'est la solution B. Donc, 4, c'est petit b. Donc, vous pouvez maintenant faire un petit récapitulatif dans votre tableau et avoir toutes les solutions de l'exercice 1. L'exercice 2 commence par un exercice statistique. Le tableau suivant donne la production X en grammes de beurre de cacao obtenu à partir de la masse Y en grammes d'une variété cacao brut utilisée dans une agroalimentaire. Donc, vous avez le tableau là avec les données, tel que ça s'affiche à l'écran. Première question, représentez graphiquement le nuage de points X, Y, I dans un repère orthogonal. Prendre 1 cm pour 2 g de beurre de cacao produit en abscisse et 1 cm pour 25 g de cacao en ordonnée. Bon, je rappelle qu'ici, pour la représentation, nous allons utiliser le principe de la règle de 3. Donc, quand on regarde le tableau, en abscisse, par exemple, pour le premier point a pour abscisse 10 et pour ordonnée 22, 122 autant pour moi. Donc, si nous regardons notre échelle, on a dit 1 cm correspond à 2 grammes. Donc, ça veut dire que pour nous, 10 grammes va donc correspondre à combien de centimètres? Alors, en faisant la règle de 3, on aura 10 fois 1 divisé par 2. On obtient 5 cm. Donc, vous allez regarder sur mon graphique. Vous allez voir que j'ai compté 5 cm, mais en lieu de 5 cm, j'ai écrit 10. Parce que c'est 10 grammes. Il n'est pas question pour vous de compter 1, 2, 3, 4, 5 et d'écrire 5. Non. On compte 1, 2, 3, 4, 5 pour savoir simplement où est-ce qu'on va positionner 10 grammes. Et même si nous regardons, on a dit en ordonnée 1 cm correspond à 25. Et là, nous avons 122. Naturellement, nous faisons 122 fois 1 divisé par 25. Et ça nous donne où est-ce que nous allons positionner le 122.
on le fait pour tous les autres points, on obtient donc ce qu'on appelle en statistique un nuage de points. On obtient notre nuage de points. Maintenant, on nous demande de calculer les coordonnées. À la question 2, on demande de calculer les coordonnées du point G, le point moins. Le point moins, c'est le point de coordonnées x bar, y bar. X bar qui est la moyenne arithmétique sur l'axe des abscisses, des données sur l'axe des abscisses, et y bar qui est la moyenne arithmétique des données sur l'axe des ordonnées. Alors, rapidement, ici, je rappelle que les données sont prises individuellement. Ça veut dire que les NI sont tous égaux à 1. Donc, ça veut dire que x bar sera simplement égal à la somme des valeurs sur l'axe des abscisses divisé par le nombre de valeurs. Il y a 6 valeurs, donc nous allons faire la somme des valeurs divisé par 6. Tout calcul fait, on obtient 75 divisé par 6, vous pouvez vérifier, ça fait 12,5. X bar également, c'est la moyenne arithmétique sur l'axe des ordonnées. Donc nous allons faire la somme des valeurs sur l'axe des ordonnées divisé par 6 également. On obtient 139. Donc notre point G, c'est le point de coordonnées 12,5, 139. Maintenant, on subdivise cette série en deux, tel que c'est présenté. On l'a subdivisé en deux. 3, on a pris 3 avant et 3 après. Donc c'est comme si on a cherché la valeur médiane et on a divisé la série. Maintenant, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande de déterminer les points moyens respectifs des deux sous-séries. Le premier point moyen étant appelé G1, le second étant appelé G2. Alors, c'est le même principe que tout à l'heure, sauf que là, maintenant, vous avez 3 valeurs. Donc, pour G1, vous allez faire en abscisse, ce sera la somme des valeurs en abscisse divisée par 3. En ordonnée, ce sera la somme des valeurs en ordonnée divisée par 3. Alors que pour G2, ce sera la somme en abscisse divisée par 3 toujours des valeurs de la deuxième sous-série. Et en ordonnée, c'est la somme des valeurs divisées par 3 toujours des données de la deuxième sous-série. On obtient donc le point G1 qui a pour coordonnées 1129 et le point G2 qui a pour coordonnées 1449. Voilà, maintenant on vous dit, montrons qu'une équation de la droite d'ajustement par la méthode de moyenne carrée est y égale à 20 tiers de x plus 167 tiers. Voilà, évidemment, nous rappelons que de façon générale, une droite à pour équation y égale à x plus b. Donc il est simplement question pour déterminer a, et le coefficient directeur est déterminer b qui est l'ordonnée à l'origine. Alors, à la formule simple A, comme nous avons divisé la sous-série en deux sous-séries, je rappelle que la droite, par la méthode de Mayer, n'est rien d'autre que la droite G1, G2 en fait. C'est la droite G1, G2. Or, si la droite G1, G2, ça veut dire que les points G1 et G2 naturellement appartiennent à cette droite. Donc, pour trouver le coefficient directeur, il suffit de faire d'après la formule A égale Y2 moins Y1, c'est X2 moins X1. Vous remplacez, chacun par sa valeur, vous obtenez 20 tiers, donc A donne 20 tiers. Maintenant, pour trouver B, vous pouvez supposer soit que G1 appartient à la droite, soit que G2 appartient à la droite. Pour le cas d'espèce, nous avons supposé que G2 appartient à la droite, et je rappelle que le point G2 est pour coordonner 1449. Or, si G2 appartient à la droite, ça veut dire que les coordonnées de G2 vérifient l'équation de la droite. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que Y2 est égal à A, X2 plus B. Si je tire B, B sera égal à Y2 moins A, X2. En remplaçant Y2 par sa valeur qui est 149, A par sa valeur qui est 20 tiers, et X2 par sa valeur qui est 14, on obtient B égale à 167 sur 3. D'où la droite à pour équation 20 tiers de X plus 167 sur 3. Maintenant, on nous demande de faire une estimation parce que c'est ça l'intérêt de droite. On vous l'a dit en classe, l'intérêt de droite justement c'est pour faire des estimations. Donc on demande de faire une estimation à 10 puissance moins 2 près de la masse de cacao brut nécessaire pour une position de 25 grammes de beurre de cacao. Je rappelle que la masse de cacao c'est le Y. Et les 25 grammes de beurre donné cela c'est X. Donc on nous demande simplement de remplacer X par 25 et donner la valeur de Y. Donc nous allons dans l'équation de la droite qui était Y égale à 20 tiers de X plus 167 sur 3. Nous remplaçons X par 25. On obtient 667 divisé par 3. Et on a dit à 10 puissance moins 2 près. 10 puissance moins 2 près veut dire que tu dois prendre deux chiffres après la virgule en arrondissant naturellement. Donc on obtient 222,33 grammes. Et la dernière question, les 6,2, c'est un peu de probabilité. On vous dit vous avez un groupe de 10 producteurs de cacao. Et dans ce groupe, vous avez 6 hommes. Naturellement, si vous avez 6 hommes, c'est clair que, par intuition, on a 4 femmes. Et maintenant, on veut primer seulement 3 producteurs choisis au hasard. Et on veut dire quelle est la probabilité pour que 2 femmes exactement soient primées. Donc, vous voulez vous primer exactement 2 femmes. Ce qu'il faut dire de prime abord, c'est que vous avez 3 outils. Ici, nous sommes dans une situation d'équipe probabilité. Nous avons donc 3 outils. Nous avons soit les PUP,
soit les tirages successifs avec remise, soit les combinaisons à partir de tirages simultanés. Maintenant, comment est-ce que nous savons où nous trouvons ici là? Si nous regardons, ici les éléments ne sont pas tirés les uns après les autres, ça n'a pas été dit. Donc ça veut dire que c'est un tirage à la fois. Et quand vous tirez à la fois, c'est clair que les éléments ne sont pas ordonnés. Vous ne pouvez pas dire que vous avez tiré en premier, donc les éléments ne sont pas ordonnés. Et il ne peut pas avoir possibilité de répétition. Ça veut forcément dire que l'outil que nous allons utiliser sont les combinaisons. Alors, si nous cherchons, comme nous sommes dans une situation d'équipe probabilité, il faudra faire cardinal de A sur cardinal de oméga. Oméga, ici, c'est l'ensemble de tirages possibles. Et on vous dit qu'on veut tirer 3 et vous avez 10. Donc, ça veut dire que cardinal de oméga sera combinaison de 3 dans 10. Maintenant, il faut donc évaluer la proportion qu'on demande par rapport à l'ensemble. C'est-à-dire que la proportion qui est conçue uniquement de 2 femmes. Alors, si nous voulons avoir uniquement 2 femmes, il faudra qu'on se dise, il y a combien de femmes? Il y a 4 femmes. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons choisir 2 femmes parmi les 4. Mais quand on l'aura fait, on se rendra compte que le tirage n'est pas encore complet. Parce que quand on tire 2, on n'a pas encore tiré 3. On décide de tirer 3. Vous comprenez donc que pour tirer la dernière personne, il faudrait qu'on aille dans les hommes pour ne pas avoir 3 femmes. Parce qu'on a dit exactement 2 femmes. Par conséquent, cette probabilité sera égale à la combinaison de 2 dans 4, fois la combinaison de 1 dans 6, sur la combinaison de 3 dans 10. On aura donc 0,3. L'exercice 3 qui est donné avant la partie compétence, on vous donne une fonction f de x égale à moins 1 plus exponentielle x plus 1. CF et sa courbe dans un plan mis d'un repère OIJ. On demande de calculer la limite de f en plus infini. Limite de f quand x en plus infini, c'est la limite de moins 1 plus exponentielle x plus 1 quand x en plus infini. Alors, on n'a pas besoin de paniquer parce que c'est exponentielle. Pour trouver la limite quand il y a exponentielle, il faudrait qu'on trouve seulement la limite d'abord de ce qu'il y a à l'exposant de l'exponentielle. Et c'est x plus 1. Donc quand x tend vers plus infini, naturellement, x plus 1 tend aussi vers plus infini. Donc ici, là, c'est un peu comme si on tentait de calculer l'exponentielle plus infini. Donc en réalité, la limite quand x tend vers plus infini de exponentielle x plus 1, c'est exactement la limite quand x tend vers plus infini de exponentielle x, c'est-à-dire c'est plus infini. Or, la limite quand x tend vers plus infini de moins 1, c'est également moins 1. Par conséquent, vous avez moins 1 plus infini, ça vous donne plus l'infini. Vous comprenez pourquoi nous avons écrit plus infini là comme réponse. Maintenant, on demande de montrer que la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x est moins 1. Et de déduire les distances d'une asymptote. Alors, la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, comme je l'ai dit précédemment, on s'intéresse d'abord à ce qui a la puissance d'exponentielle. Limite quand x tend vers moins l'infini de x plus 1, c'est moins l'infini, parce que c'est une fonction polynôme. Mon nombre le plus haut degré c'est x, ça fait moins l'infini. Alors, si la limite quand x tend vers moins l'infini exponentielle x plus 1, de x plus 1 tend vers moins l'infini, alors on peut donc dire simplement que la limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle x plus 1, c'est encore la limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle x. Or, la limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle x c'est 0. On peut donc aisément conclure que la limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle x plus 1 c'est aussi 0. Vous allez donc avoir moins 1 plus 0 comme c'est écrit. Évidemment, la réponse sera moins 1. Maintenant, nous constatons que la limite à l'infini tend vers un nombre. Or, quand la limite à l'infini tend vers un nombre, nous avons ce qu'on appelle l'asymptote horizontale. Vous comprenez pourquoi nous avons conclu que la droite d'équation y est égale à moins 1 et asymptote horizontale à la courbe à moins l'infini. À moins l'infini, passant à plus l'infini, il n'y a pas d'asymptote horizontale. Voilà. Nous passons donc à la prochaine question. On doit démontrer que la dérivée de f de x, c'est f de x égale à exponentielle x plus 1. Évidemment, la fonction est dérivable, comme somme de fonctions dérivables. Et si nous dérivons la dérivée de la somme sur la somme de dérivées, comprenez que nous avons dit f de x, c'est moins 1' plus exponentielle x plus 1'. En moins 1', la dérivée d'une constante, c'est 0. La dérivée de exponentielle u de x, c'est u' de x, exponentielle ux. Or, ici, u de x, c'est quoi? U de x, c'est x plus 1. Maintenant, si vous dérivez x plus 1, vous allez trouver quoi? 1. Par conséquent, la dérivée de exponentielle x plus 1, c'est 1 exponentielle x plus 1. Ce qui nous donne simplement exponentielle x plus 1. Donc, si on fait 0 plus exponentielle x plus 1, on obtient naturellement exponentielle x plus 1. Maintenant, on demande le signe, parce qu'en réalité, on veut utiliser le sens de variation. Et si vous voulez utiliser le sens de variation d'une fonction, c'est la dérivée. Ça va avoir les limites. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Nous allons chercher le signe de la dérivée et nous allons conclure. Mais la dérivée, c'est exponentielle x plus 1. Exponentielle de n'importe quel nombre est toujours positif. Même quand on écrit exponentielle moins x, c'est positif. Or, exponentielle x plus 1 étant strictement positif,
on peut donc dire que la dérivée est strictement positive, par conséquent la fonction est strictement croissante sur R. On demande donc de déterminer les solutions de l'équation f égale à 0 et de conclure quelles sont les coordonnées du point A. Le point A, c'est l'intersection de l'axe des abscisses avec la courbe de la fonction. Donc, allons d'abord résoudre f de x égale à 0. f de x égale à 0 nous amène à dire que moins 1 plus exponentielle x plus 1 égale à 0. Ça veut dire que exponentielle x plus 1 égale à 1. Maintenant, si je veux passer à x plus 1, je vais appliquer le log parce que ln de exponentielle x, c'est x. Donc, je vais donc x plus 1 égale là. Je vais appliquer le log à gauche et le log à droite. Je vais parler du logarithme népérien. Donc, le logarithme népérien d'exponentielle x plus 1 sera égal au logarithme népérien de 1 parce que le logarithme est une fonction bijective. Donc, ça fait donc que j'aurai x plus 1 égale à ln de 1 et ln de 1 c'est 0. Donc, j'aurai x égale à moins 1. Maintenant, donc l'abscisse de A, ce sera moins 1. Pour trouver l'ordonnée de A, qu'est-ce que je fais? Je m'en vais remplacer dans la fonction, dans f. Je remplace x par moins 1 dans f. Alors, j'aurai exponentielle moins 1 plus 1 qui donne exponentielle 0. Exponentielle 0, c'est 1. Et j'aurai moins 1 plus 1 qui me donne 0. Donc, mon point A pour coordonner moins 1, 0. Et le point A, je rappelle que c'est l'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses. Si vous voulez trouver l'intersection d'une courbe avec l'axe des abscisses, vous devez résoudre l'équation f égale à 0, si c'est possible. Alors, on demande d'écrire une équation de la tangente T à la courbe de f au point d'abscisse 0. La formule, elle est là. C'est y égale à f passe au point d'abscisse 0. Donc, c'est y égale à f de 0, facteur de x moins 0, plus f de 0. Maintenant, on a vu que la dérivée de f, c'était exponentielle x plus 1. Si vous remplacez x par 0 pour avoir f de 0, vous aurez exponentielle 0 plus 1 qui est e. Comprenez pourquoi on a dit que c'est le premier vous donne e de x. E fois x. E fois x parce que f de 0 c'est e et x moins 0 donne x. Maintenant, f de 0 vous donne e moins 1. Par conséquent, l'équation de la tangente, c'est ça, e fois x plus 1 moins 1. On vous donne une certaine fonction grand F. On vous demande de montrer qu'un grand F sur une primitive de petit f sur R. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si je veux montrer qu'une fonction est une primitive d'une autre, je dérive celle-là pour voir si j'obtiens l'autre. Alors, on va simplement dériver grand F de x et voir si on obtient petit f de x. En le faisant, la dérivée de la somme, je l'ai déjà dit, c'est la somme de dérivée. On va dériver moins x, on va obtenir moins 1. On va dériver exponentielle x plus 1. On va encore trouver exponentielle x plus 1. On l'a fait déjà en amont. On se rend donc compte que la dérivée de f de x, la dérivée de f de x qui est f de x, nous donne moins 1 plus exponentielle x plus 1 qui n'est rien d'autre que petit f de x. On peut donc conclure que grand f est une primitive de petit f sur grand R. Mais on nous demande de déterminer une primitive h, une autre primitive h, primitive de la petite fonction petit f toujours, qui prend la valeur de a moins 1. Alors, que dit le cours? Le cours dit que lorsqu'on a identifié une primitive, les autres primitives sont égales à celle-là plus une constante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme nous avons identifié que grand f est une primitive de petit f, h sera simplement, h de x sera simplement égal à f de x plus une constante. Maintenant, quand on écrit h de x égale à moins, égal à f de x plus une constante, c'est-à-dire moins x plus exponentielle x plus 1 plus une constante, on obtient une famille de fonctions. Mais la question était claire. On a dit dans cette famille de fonctions, on va nous donner celle qui prend la valeur moins 2 à moins 1. Or, prendre la valeur moins 2 à moins 1 veut dire quoi? Veut dire que l'image de moins 1 par h, c'est moins 2. Donc, on va donc résoudre l'équation h de moins 1 égale à moins 2. Qu'est-ce qu'on fait? On remplace x par moins 1. Si nous remplaçons x par moins 1, nous allons avoir moins 1. Moins 1 qui nous donne 1. Plus exponentielle moins 1 plus 1 qui donne exponentielle 0 qui est encore 1. Donc nous aurons 2 plus k égale à quoi? 2 plus k égale à moins 2. On va donc tirer k. K serait donc égal à moins 4. Donc notre fonction h, c'est x moins 4 plus exponentielle x plus 1. Et elle est unique. Parce qu'on a dit dans une famille de primitives, il y a une seule qui prend une certaine valeur y0 en x0. Voilà, ceci met un thème à la première partie qui est la partie évaluation des ressources. On espère qu'on ne s'en parler plus vite. On fait l'effort pour que la vidéo ne soit pas longue. On va donc prendre la partie évaluation des compétences. Pour créer une exploitation agricole, des jeunes ingénieurs agricoles réunis au sein d'un GIC ont besoin d'une somme de 15 millions de francs CFA. Donc tous, il leur faut mobiliser 15 millions de francs CFA. Ils ont décidé de réunir cette somme en cotisant équitablement. Vous comprenez que dès qu'on dit équitablement, ça veut dire que si sont 10, c'est 15 millions divisé par 10. Si sont 20, c'est 15 millions divisé par 20. Mais on dit au dernier moment,
5 personnes décident de ne plus participer. Vous voyez, donc on a un manquant de 5 personnes. La part de chacune des personnes, tant pour moi, restante est alors augmentée de 150. Vous comprenez que si on veut investir, on a 15 millions et que 5 personnes désistent, le montant forcément va augmenter. On ne peut plus donner le montant qu'on devait déposer au départ. Et on vous dit que ce montant, l'augmentation est donc de 150 000 par personne. Avant de démarrer des travaux, les jeunes ingénieurs souhaitent recruter 25 personnes, parmi lesquelles des ouvriers et des contremaîtres, en proposant de payer un salaire mensuel de 40 000 par ouvrier et de 75 000 par contremaître pour une dépense totale mensuelle de 670 000. Au démarrage du projet, les jeunes ingénieurs veulent faire une pépinière de 1500 plants d'arbres fruitiers constitués d'avocatiers, de manguiers et d'orangers. Un centre de recherche leur propose d'acheter un plant d'avocatier à 1300, le plant de manguier à 1500 et le plant d'oranger à 1800, pour une dépense totale de 2 250 000. Mais ils se rendent compte qu'ils peuvent eux-mêmes produire le même nombre de plants à raison d'un plant d'avocatier à 1400, d'un plant de manguier à 1300 et d'un plant d'oranger à 1500 pour une dépense de 1 910 000 francs. Première tâche, déterminons le nombre de jeunes ingénieurs présents au départ. Vous voyez que ce que j'ai fait depuis ma base, c'est de lire entièrement le test parce que c'est comme ça qu'on aborde en principe par la partie compétence. Vous lisez le test. Maintenant, vous lisez la question, la tâche qui vous est proposée et vous rentrez encore dans le test. Vous cherchez quelle est la partie qui traite de cette tâche et vous l'abordez. Donc, déterminons le nombre de jeunes ingénieurs présents au départ. Donc, on va donc repartir rapidement le test. Pour créer une exploitation, des jeunes ingénieurs réunis au sein d'un GIC ont besoin d'une somme de 15 millions. Ils décident de réunir cette somme en causant équitablement. Au dernier moment, 5 personnes décident de ne plus participer. La part de chacune des personnes restantes est alors augmentée de 150 000. Vous voyez que je pense que jusqu'à là, on dit, avant le démarrage des travaux, les ingénieurs souhaitent recruter 25 personnes, parmi lesquelles des ouvriers et des contremaîtres, en leur proposant de payer un salaire de 400 000. Je crois qu'avec le premier paragraphe, on va donc essayer d'aborder la partie compétences. La première question, la première tâche autant pour moi. On décide d'appeler soit X le nombre de personnes, de jeunes ingénieurs présents au départ. Vous comprenez que c'est clair que X est un nombre positif. On ne peut pas recruter, on ne peut pas dire qu'on avait moins 2 ingénieurs, ça n'a aucun sens. Parce que là, ce qu'on doit faire doit être logique. Bon, au départ, chacun doit payer combien? Au départ, chacun doit payer 15 millions divisé par le nombre de personnes qui est X, que nous cherchons. Parce qu'on a dit que c'était un partage équitable. Donc, si tu dis que tu as X personnes, c'est clair qu'au départ, chacun doit payer le montant divisé par le nombre total de personnes. Si c'était 10, c'est 15 millions divisé par 10. Si c'était 20, c'est 15 millions divisé par 20. Là, ils sont X, on ne connaît pas encore. Donc, c'est 15 millions divisé par X. Mais au dernier moment, 5 personnes partent. Vous comprenez que si 5 personnes partent, on n'a plus X personnes. On a maintenant X moins 5 personnes. Donc, si 5 personnes partent, il reste X moins 5 personnes. Et chacun doit payer 15 millions divisé par le nombre de personnes restantes. Mais on vous dit maintenant que ce montant sera augmenté désormais de 150 000. Ça veut dire que le montant qu'on devait avoir au départ ne sera plus le même. Parce qu'il faut faire cette attention. Nous avons, chacun actuellement va payer combien? Chacun actuellement va payer 15 millions divisé par X moins 5. Pourquoi? Parce que 5 personnes sont parties. Donc, il reste X moins 5 personnes. Donc, présentement, chacun paie 15 millions divisé par le nombre qui sont présentement, qui est X moins 5. Mais ce montant-là correspond à quoi? Ce montant-là correspond au montant de départ augmenté 150 000 parce qu'ils sont moins nombreux qu'au départ. Donc ce montant-là correspond donc aux 15 millions divisé par X qui était le montant de départ augmenté de 150 000. Vous comprenez pourquoi c'est de l'autre côté qu'on a augmenté 150 000, pas de ce côté-ci. Ce côté-ci, c'est ce qu'on paye actuellement. C'est 15 millions divisé par X moins 5. Voilà. Maintenant, évidemment, en faisant un produit de 5 égale à produit de moyen, en équilibrant rapidement, on tombe sur une équation de second degré de la forme x carré moins 5x moins 500 égale à 0. On applique le discriminant là-dessus. On calcule, on aura donc 2 valeurs de x. Alors, en utilisant le discriminant b carré moins 4ac, vous avez 2 valeurs de x. Vous avez une valeur qui est moins 20 qui est négative et une valeur qui est 25 qui est positive. Vous comprenez que le nombre que nous cherchons, c'est 25. Parce qu'on ne peut pas prendre une valeur négative. Donc, au départ, ils étaient 25. On a donc conclu que le nombre d'ingénieurs présents au départ est de 25.
La deuxième tâche était, on demandait dans la deuxième tâche, je rappelle que nous sommes en train de traiter l'épreuve fidèlement, dont nous m'entendons. La deuxième tâche, telle qu'elle était proposée, elle n'était pas possible parce qu'il y avait une donnée qui manquait sur l'épreuve. Il ne nous revient pas de corriger cela parce que nous restituons fidèlement l'épreuve telle que nous l'avons reçue. Donc la deuxième tâche n'était pas possible. Mais par contre, la troisième tâche, on vous demande le nombre de plants d'avocatier, le nombre de plants de manguier et le nombre de plants d'oranger. Voilà, on a dit soit X, Y, Z, les nombres respectifs des plants d'avocatier, de manguier ou d'oranger. Bon, on obtient le système suivant. On a dit dans le test qu'il va acheter en tout 1500 plants. Je reviens dans le test pour qu'on soit tous en phase. Voilà, on dit donc qu'au démarrage du projet, les jeunes ingénieurs veulent faire une pépinière de 1500 plants d'arbres fruitiers constitués d'avocatiers, de manguiers et d'orangers. Vous comprenez pourquoi est-ce que j'ai dit X plus Y plus Z égale à 1500 parce que le nombre total doit être égal à 1500. Je reste sur le test. On dit ici là que un centre de recherche leur propose d'acheter un plant d'avocatier, 1 à 1300. Mais le gars veut X. Vous comprenez que si le coût d'un c'est 1300, le coût de X c'est 1300 fois X. Un plant de manguier à 1500. Si 1 c'est 1500, vous comprenez que pour Y c'est ça, 1500 Y. Un plant d'oranger à 1800. Si 1 c'est 1800, pour X c'est 1800 fois X. Maintenant, quelle est la dépense totale réelle? La dépense totale réelle sera donc 1300 X plus 1500 Y plus 1800 Z qui sera égal à la facture totale qui est de 2 250 000. Mais ils se rendent compte qu'ils peuvent eux-mêmes produire le même nombre de plants à raison d'un plan d'avocatier à 1300. Ça veut dire que si 1 c'est 1300, X c'est 1300X, un plan de manguier à 1300, Y c'est ça forcément 1300 Y, un plan d'oranger à 1500, Z sera forcément 1500 Z. La dépense totale sera 1300X, mais 1100X plus 1300Y plus 1500 Z égale à 1 910 000. Donc, vous voyez donc qu'on obtient le système que nous avons là. Voilà, on obtient le système que nous avons là. Et maintenant, la résolution du système, c'est pas le pivot de Gauss, naturellement en terme A. Alors, nous avons le système par le pivot de Gauss. On obtient X égale à 600, Y égale à 500 et Z égale à 400. En conclusion, nous allons donc dire que le nombre de plants d'avocat est de 600, le nombre de plants de manguier est de 500 et le nombre de plants d'oranger est de 400. Maintenant, nous allons vous laisser savourer cette vidéo. Si vous avez des problèmes, n'oubliez pas de vous connecter à notre plateforme et nous envoyer vos suggestions. Merci. Merci. Retrouvons-nous dans la prochaine vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner massivement.